Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On continue dans notre cinquième partie, c'est la partie concernant les opérations élémentaires. On va commencer par la définition des notions du rang, rang d'une matrice. Si A est une matrice A en ligne et P colonne, alors A admet P vecteur colonne, chacun ayant n composants, donc chacun élément de l'espace Kn. Donc, la famille, la rang de la famille constituée par ces P vecteurs colonnes dans l'espace Kn est appelée rang de la matrice A. Ensuite, nous allons faire la liaison entre rang d'une application linéaire et rang de sa matrice dans deux bases, relativement à deux bases, l'une de l'espace de départ et l'autre de l'espace d'arrivée. Soit I, une application linéaire d'un espace E de dimension finie P dans un espace F de dimension finie N, soit B est égal à E1 jusqu'à EP, une base de E, et B' est égal à E1' jusqu'à N', une base de B'. Alors, la rang de U, c'est la rang de sa matrice relativement aux bases B et B'. Rang de U en tant qu'application linéaire et rang de la matrice en tant que matrice. En effet, si on note R1 seconde jusqu'à Rn seconde de la base canonique de Kn, et si on définit l'application linéaire V de f dans Kn qui transforme la base B' en la base B seconde, on va trouver que V est un isomorphisme. Pourquoi V est un isomorphisme? Parce qu'elle transforme une base en une base. Alors, d'après les propriétés du rang d'application linéaire, la rang de I, ce n'est que la rang de V rond I, puisque V est bijectif. Mais la rang de V rond U, c'est la dimension de l'image. Or, R1 jusqu'à RP de son image. Or, la dimension, la base B est génératrice pour l'espace de départ E, alors son image par V rond I, la famille constituée par V de U de R1 jusqu'à V de U de RP, est génératrice pour l'image de V rond I. Donc, la rang de V rond I, c'est la rang de V de U de R1 jusqu'à V de U de EP. Par définition de la matrice d'une application linéaire, on sait que pour tout J entre 1 et P, U de J, c'est la somme, les composants les coordonnées de I de J dans la base B' sont les coefficients de la J-ième colonne de A, de la matrice A. C'est-à-dire que I de J, c'est la somme de K est égale à 1 jusqu'à N A K J fois E K'. Maintenant, si on applique V, on trouve, comme V est linéaire, et comme V de K', ça nous donne toujours K seconde, on trouve que V de U de J, c'est la somme de K est égale à 1 jusqu'à N A K J K seconde. Mais cette somme nous donne le vecteur de Kn dont les coordonnées relativement à la base canonique, c'est-à-dire les composantes sont les AKJ, c'est-à-dire la J-ième colonne de A. D'où la rang de U, ce n'est que la rang de C1 de A jusqu'à C P de A, c'est-à-dire la rang de A par définition du rang d'une matrice. Comme conséquence de ceci, on va encore faire la liaison entre rang d'une famille de vecteurs dans un espace, et rang de sa matrice relativement à une base de cet espace. Soit E, un espace vectoriel de dimension n, soit S est égal à x1 jusqu'à xp, une famille de p vecteurs de E, et soit B, une base quelconque de E. Alors, la rang de la famille S
en tant que famille de vecteurs est égal au rang de la matrice de cette famille S dans la base B, c'est-à-dire la matrice de passage de B à S. En effet, si on pose B est égal à 1 jusqu'à Rn et B' est égal à 1' jusqu'à P', la base canonique de Kp, où on considère l'application de linéaire de Kp dans E qui transforme la base canonique de Kp en la famille S, c'est-à-dire U pour tout I appartient à un PI de I' est égal à XI, alors A, ce n'est que la matrice A اللي هي la matrice de la base A اللي هي la matrice de passage de B à S, matrice de la famille S. Dans la base B, ce n'est que la matrice de cette application linéaire. Pourquoi? Parce que pour former la matrice de passage, qu'est-ce qu'on fait? On écrit les x1 jusqu'à xp dans la base E1 jusqu'à EP. Mais on sait que x1, ce n'est que U de E1', où tous les x qui seront que des images par U des vecteurs correspondants de la base canonique de Kp. Donc, cette matrice de passage qu'on note ici A, ce n'est que la matrice de I relativement à la base canonique de Kp et ici c'est N, et la base considérée de E. Et donc, le rang de cette matrice, c'est le rang de cette application linéaire. Or, donc le rang de la matrice, c'est le rang de l'application linéaire. Or, le rang de l'application linéaire U, c'est le rang de la famille de vecteurs constituée par les images de la base canonique. Donc, on trouve que le rang de la matrice A, ce n'est que le rang de la famille de vecteurs S. Et on conclut que calculer le rang d'une application linéaire ou calculer le rang d'une famille de vecteurs revient à calculer le rang d'une matrice. La matrice de l'application linéaire dans n'importe quelle deux bases ou le rang de la famille de vecteurs dans n'importe quelle base de l'espace. Donc, on a transformé le problème de calculer le rang d'une application linéaire ou d'une famille de vecteurs en le problème de calculer le rang d'une matrice. Tout ce que nous allons faire dans cette partie compte à résoudre ce problème. Comment trouver une méthode calculatoire simple qui permet de calculer le rang d'une matrice. Avant cela, il faut qu'on exploite la liaison qu'on vient d'établir entre le rang d'une matrice et le rang d'une application linéaire pour déterminer les propriétés du rang d'une matrice. Nous avons déjà dans le chapitre précédent parlé des propriétés du rang d'une application linéaire. Ce sont ces propriétés que nous allons exploiter pour donner sans démonstration même les propriétés du rang d'une matrice. En effet, les propriétés suivantes découlent de celles du rang des applications linéaires. Si f est une application linéaire de E dans F, ou B est une base de E avec dimension de E est égale P, ou B' est une base de F avec dimension de F est égale N, ou A, la matrice de U relativement à la base B, B', c'est une matrice à N ligne et P colonne, alors on sait que le rang est inférieur au min des dimensions de l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée. C'est-à-dire le rang d'une matrice est inférieur ou égal au minimum du nombre de lignes et nombre de colonnes. Avec égalité avec le nombre de lignes, si et seulement si f est surjectif, et égalité avec le nombre de lignes le nombre de colonnes de la matrice, si et seulement si f est injectif. Tout cela, on l'a déjà fait la fois passée. Seulement, on a utilisé la relation entre le fait que le rang de A, ce n'est que le rang de F. Maintenant, si A est carré, est une matrice carrée, c'est-à-dire si N est égal à P, alors cette matrice
l'application F est surjective si et seulement si elle est injective, si et seulement si elle est bijective, si et seulement si A est inversible. Et dans ce cas, si et seulement si son rang vaut n, puisqu'on a la surjectivité est équivalente au fait que la rang de A est égale n et l'injectivité est équivalente au rang de A est égale P. Ici, on a n est égal P. Si A est une matrice à n lignes et p colonnes et B est une matrice à p lignes et q colonnes, alors le rang de A fois B c'est inférieur au min du rang de A et rang de B. On a déjà établi ça. Le rang de la composée est inférieur au min des rangs des deux applications. Avec égalité avec le rang de B si A est inversible. Et égalité avec le rang de A si B est une matrice carrée inversible. Ça aussi, on l'a déjà fait dans les propriétés du rang d'une application linéaire. La proposition 23 nous caractérise les matrices de rang R. Une matrice à n ligne et p colonnes est de rang R si et seulement s'il existe U, matrice carrée de taille n inversible, et V, matrice carrée de taille P inversible, telle que UAV est égal JNPR, où JNPR, c'est la matrice à n lignes et P colonnes dont tous les coefficients sont nuls, sauf les premiers R coefficients diagonaux. En effet, si U et V existent, alors d'après ces deux propriétés, la rang de A, c'est la rang de UAV, c'est la rang de JNPR est égal R clairement, puisqu'on a R vecteurs colonnes qui ne sont pas lignes et ils sont libres. Et la famille constituée par ces R colonnes est très simplement libre. Donc, c'est une sous-famille de la base canonique. Donc, on a la rang de JNPR, c'est R. Réciproquement, si la rang de A est égale R, soit B la base canonique de Kp, et B1 la base canonique de Kn, et soit I de Kp dans Kn, défini par matrice de I relativement aux bases B et B1, c'est A, c'est-à-dire l'application linéaire canoniquement associée à A. On sait que la rang de U est égale, la rang de A est égale R. Nous avons déjà fait au début du chapitre, donné au début du chapitre une proposition qui montre que si U est une application linéaire de rang R, alors il existe une base de l'ensemble de départ, base B' de Kp, une base B1' de Kn, telle que la matrice de U relativement à ces deux bases, c'est JNPR. Si on considère P la matrice de passage de B à B', et qui la matrice de passage de B1 à B1', et on applique les formules de changement de base, on trouve que la nouvelle matrice, JNP de U, la matrice de I dans les nouvelles bases, c'est Q-1 fois l'ancienne matrice de A, la matrice de A dans les anciennes bases, fois P. Ce qui termine la preuve en considérant que ça c'est U et ça c'est V, puisqu'elles sont des matrices carrées inversibles, celle-là de taille N et celle-là de taille P. Comme corollaire de ces résultats, on montre très simplement qu'une matrice et sa transposée ont le même rang. Et on en déduit que le rang de la matrice, c'est la famille d'une matrice à n ligne et p colonnes. C'est le rang de la famille de ces p vecteurs colonnes dans Kn par définition, ou d'après cette propriété établie dans l'exercice 11, la rang de ces n vecteurs lignes dans Kp, puisque c'est la rang de la transposée. Et on sait que les lignes de la transposée sont les lignes de A sont les colonnes de la transposée de A. On passe maintenant à une partie très importante, c'est la partie concernant les opérations élémentaires. Pourquoi très important? Parce que c'est cette partie qu'on va utiliser pour donner une méthode pour calculer le rang d'une matrice, un algorithme pour déterminer le rang
d'une matrice. Les opérations élémentaires, ce sont les opérations qu'on a vues lors de l'étude des systèmes linéaires. C'est-à-dire, si A est une matrice à n ligne et P colonne, à coefficient d'un K, on appelle opération élémentaire sur A les opérations suivantes. Permettez deux lignes d'A ou deux colonnes d'A, on les note LI se permet avec LJ ou permettez CI avec CJ. Deuxième sorte d'opération élémentaire, c'est multiplier une ligne ou une colonne par un scalaire non nul, c'est-à-dire pour un certain alpha appartient à K étoile, remplacer LI par alpha LI ou remplacer CI par alpha CI. C'est la notation. La troisième sorte d'opération élémentaire, c'est ajouter à une ligne ou une colonne un multiple d'une autre ligne ou d'une autre colonne. C'est-à-dire remplacer la ligne alpha I, LI par la ligne LI plus alpha LJ avec I différent de J. C'est-à-dire ajouter à LI un multiple d'une autre ligne avec d'une autre ligne, c'est-à-dire J différent de I. Même chose, CI est égal, remplacer CI par CI plus alpha CJ. On a la propriété très importante, c'est que effectuer une opération élémentaire sur une matrice A à n ligne et P colonne revient à multiplier A à gauche par une matrice inversible pour les opérations sur les lignes ou à droite pour les opérations sur les colonnes. En effet, la matrice avec laquelle on va multiplier, c'est la matrice qui consiste à faire la matrice obtenue si on effectue la même opération sur la matrice identité. Sur la matrice identité de taille n si on parle des lignes et de taille p si on parle des colonnes. On va établir ça pour les lignes, par exemple. J'ai A, une matrice à n lignes et P colonnes. Et je vais permettre LI de A avec LJ de A. Qu'est-ce qu'on va faire? Soit P, I, J, la matrice obtenue en effectuant la même opération, c'est-à-dire LI se permet avec LJ sur IN. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que PIJ est égal à quoi? On a toujours 1 sur les diagonales, sauf la ième ligne. On va permettre la ième ligne avec la ième colonne, la jième ligne battle. Sur la diagonale, si I différent de J, si battle, si K est différent de I et différent de J, alors on trouve la ligne LI de IN, c'est-à-dire la ligne dont tous les éléments sont nuls, sauf l'élément sur la diagonale, on trouve un. Maintenant, pour la ligne LI et la ligne LJ, on a permuté les deux. C'est-à-dire qu'on va trouver ici 1, ici 1, et on va trouver ici 0. Non, ça, c'est le deuxième qu'on a écrit, c'est pas correct. La ligne LJ, c'est en bas, c'est entre les deux A. Ici, on va trouver 0 et on va trouver ici 1 avec des 0 et 0 ailleurs. C'est-à-dire
que PIJ, c'est quoi? C'est la matrice IN dont on a enlevé les IM coefficients diagonaux, c'est-à-dire enlevé la matrice EII et enlevé la matrice EJJ pour enlever ici, c'est pour mettre à la place de 1 qui est à l'intersection de la IM ligne, à l'intersection de la JIM colonne 0, enlever RJJ pour la même raison et ajouter RIJ pour ajouter 1 à l'intersection de la IM ligne, JIM colonne et ajouter RJI. Montrons que en effectuant, qu'on obtient qu'en effectuant l'opération LI se permite avec LJ sur A, on obtient PIJ fois A. En effet, on va raisonner par les lignes de cette nouvelle matrice. Si K n'appartient pas à IJ, c'est-à-dire K distinct de I et distinct de J, et bien sûr K entre 1 et N, alors la KIème matrice ligne de PIJ A, c'est quoi? On sait que la KIème ligne d'un produit, c'est le produit de la KIème ligne de la première fois la deuxième. Et LK de PIJ, c'est LK de IN. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas changé la KIème ligne de PIJ, de IN lorsqu'on a permuté les lignes L, I et J. Donc, on va trouver LK de IN fois A, ce qui nous donne LK de IN fois A, c'est-à-dire LK de A. Donc, la KIème ligne de PIJ fois A, c'est la KIème ligne de A. Et la Ième ligne de PIJ fois A, c'est quoi? C'est de PIJ fois A. C'est LI de PIJ fois A. LI de PIJ, on a permuté dans IN les lignes LI et les lignes de LJ, donc c'est LJ de IN fois A. Donc c'est LJ de A. Et même chose, LJ de PIJ A, c'est LJ, LI de A. Donc qu'est-ce qu'on a fait? PIJ fois A tous les lignes égales aux lignes correspondantes à A, sauf la IM ligne qui correspond au JIM ligne de A et la JIM ligne qui correspond au IM ligne de A. Donc, ce qui montre les résultats. Pourquoi? Parce que PIJA, on a établi que c'est la matrice obtenue en permettant les LI et LJ de A. Maintenant, PIJ est inversible. Pourquoi PIJ est inversible? Parce que pour trouver son inverse, il suffit de la multiplier par elle-même. Parce que si on permet dans PIJ de nouveau les lignes LJ et LI, on retourne en IN. Donc, PIJ est inversible d'inverse elle-même. Et on peut montrer ça encore. Par la formule que j'ai établie ici pour LJ. Élever ça au carré. Multiplier ça par elle-même. De même, permettez la IM colonne de A et la JIM colonne de A transforme A en A fois P, I, J, où PIJ est la matrice de G LP ici de K obtenue en permettant les lignes LI et LJ de I
de l'identité, de la matrice identité IP. Même chose, multiplier la ligne LI par un scalaire alpha non nul revient à faire quoi? Soit DI de alpha, la même matrice, la matrice obtenue par la même opération appliquée sur l'identité. C'est-à-dire cette matrice. Jusqu'à la ième ligne, on trouve alpha et puis on ne trouve que des 1 avec 0 ici et 0 ici. C'est-à-dire que DI de alpha, c'est quoi? C'est IN plus alpha moins 1 et I. Pour cas différent de I, la kième ligne de DI de alpha fois A, ce n'est que la kième ligne de DI de alpha fois A, ce n'est que la kième ligne de IN fois A, puisque cas différent de I, donc on n'a pas changé cette ligne de IN, ce qui nous donne LK de IN fois A qui est LK de A. Et LI de DI alpha de A, ce n'est que LI de DI alpha multiplié par A, ce qui nous donne alpha fois LI de IN, parce que cette ligne de IN, on l'a multipliée par alpha pour trouver la ligne correspondante de DI alpha fois A, donc alpha LI de A. Donc, la multiplication par DI de alpha à gauche multiplie la ième ligne de A par alpha. DI de alpha, il est très simple de vérifier que DI de alpha est inversible d'inverse DI de 1 sur alpha. Pourquoi? Parce que pour revenir de DI de alpha vers IN, il faut multiplier la ième ligne par 1 sur alpha pour revenir à IN. Donc, ici, DI de alpha est inversible d'inverse DI de 1 sur alpha. La troisième, et même chose, pour les colonnes, il faut multiplier à droite par le DI de alpha qui appartient à GLP de K. C'est-à-dire prendre IP et multiplier la PIM colonne par alpha. Pour la troisième, c'est-à-dire LI reçoit LI plus alpha LJ, il suffit de considérer la matrice TIJ de alpha qui correspond à la même opération effectuée sur la matrice identité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la matrice identité plus alpha et I J. Puisque on avait la matrice identité comme ça, qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter à la ième ligne et exactement au jième colonne alpha. Alpha fois 1, c'est alpha. Donc, qu'est-ce qu'on a ajouté? On a ajouté à cette matrice IN alpha et IJ. Si K différent de I, on peut trouver que LK de TIJ alpha, ce n'est que la kième ligne de A, sans changement. Maintenant, on peut aussi démontrer, je vais donner ça directement sans démonstration, que LI de TIJ de alpha, c'est LI de A plus alpha LJ de A. TIJ est inversible d'inverse. Pour retourner de TIJ à IN, il faut enlever alpha. Donc, on trouve TIJ de moins alpha, c'est l'inverse. Donc, elle est inversible d'inverse TIJ de moins alpha pour multiplier à droite, pour ajouter à la ième colonne
alpha fois la jième colonne, il faut il faut multiplier à droite par la matrice correspondante. C'est une matrice de taille P. Ceci nous donne que les opérations élémentaires conservent le rang de la matrice. Pourquoi? Parce qu'ils correspondent à multiplier la matrice soit à gauche si on effectue les opérations sur les lignes, soit à droite si on effectue les opérations sur les colonnes par des matrices inversibles. Et on sait d'après les propriétés du rang que multiplication à gauche ou à droite par une matrice inversible ne modifie pas le rang. Maintenant, pour calculer pratiquement le rang, il faut commencer par donner la définition très importante de matrice équivalente. Deux matrices de même nombre de lignes n et de même nombre de colonnes p sont dites équivalentes lorsqu'il existe une matrice carrée inversible de taille n qui est une matrice carrée de taille p inversible p tel que b est égal qui à p. Cette relation est évidemment une relation d'équivalence. On peut vérifier trivialement qu'elle est réflexive, symétrique et transitive. Deux matrices équivalentes ont le même rang, puisque la multiplication à gauche et à droite par des matrices inversibles ne modifie pas le rang. Une opération élémentaire donne une matrice équivalente parce qu'elle correspond à soit multiplier à droite ou à gauche par une matrice inversible. L'autre sens où on n'a pas modifié, on considère la matrice identité de taille appropriée. Donc, on trouve à l'issue d'une opération élémentaire une matrice équivalente. Deux matrices carrées semblables sont équivalentes puisqu'il faut seulement considérer qui comme l'inverse de P. Une matrice a un rang égal R si et seulement si elle est équivalente à JNPR. Ça, on vient de le dire. S'il existe U appartient à GLN de K et P appartient à V appartient à GL P de K tel que UAV est égal JNPR. C'est une caractérisation des matrices de rang R. Donc, une matrice est de rang R si et seulement si elle est équivalente à la matrice JNPR correspondant au même nombre de lignes, même nombre de colonnes, avec les R premiers coefficients diagonaux égaux à 1. Et les autres coefficients sont nuls. Deux matrices sont équivalentes si et seulement si elles ont les mêmes rangs. Si elles ont les mêmes rangs, si elles sont équivalentes, on a déjà dit qu'elles ont les mêmes rangs. Si elles ont les mêmes rangs, elles sont toutes les deux équivalentes à JNPR. On a une relation d'équivalence, donc c'est une relation qui est transitive. Donc les matrices elles-mêmes sont équivalentes. Si les deux matrices ont le même rang, donc chacune est équivalente à JNPR, donc les deux sont équivalentes par transitivité de la relation d'équivalence. Dernier lemme pour la méthode que nous allons utiliser, c'est que si une matrice A n lignes et P colonnes est équivalente à une matrice de ce type, c'est-à-dire P lignes, n lignes et P colonnes, avec tous les coefficients, tous les lignes qui dépassent R, tous les lignes à partir de R plus 1 jusqu'à N sont nulles. Tous les coefficients au-dessus des coefficients diagonaux P1 jusqu'à PR sont nuls. Tout ça, c'est nul. Et les P1 jusqu'à PR sont tous non nuls, c'est-à-dire leur produit est non nul. Et peu importe ici, on peut avoir toutes choses. Si on trouve une matrice équivalente à une matrice de ce type, alors elle a pour rang n. En effet, le rang de la matrice A est égal au rang de B puisqu'elles sont équivalentes. Et le rang de B, c'est le rang de ces lignes. Or, les lignes de R plus 1 jusqu'à N sont tous nuls, donc on peut les éliminer. On trouve que le rang de B, c'est le rang de sa première ligne jusqu'à sa Rème ligne. Or,
Ces lignes sont libres, donc la rang c'est R. Pourquoi libre? Si on considère alpha fois la première ligne, plus bêta fois la deuxième ligne, plus jusqu'à alpha R fois la Rème ligne, on peut montrer progressivement que alpha 1 est égal à 0, puisqu'on a ici on a toujours des zéros, donc la première composante n'apparaît que dans la première ligne, et ainsi de suite. De proche en proche, on montre que tous les coefficients sont nuls. Donc, ces R lignes sont libres. Donc, la rang de B, c'est R. Et la rang de A, c'est R, puisque A et B sont équivalentes. On a utilisé ici le fait que la rang d'une matrice, c'est le rang de la famille constituée par ces lignes. Pourquoi? Parce qu'on sait que la rang d'une matrice, c'est la rang de sa transposée. Et la rang de la transposée, c'est la rang des colonnes des transposées. Et les colonnes des transposées sont les lignes de A. Dans la vidéo prochaine, on va mettre, on va appliquer ces résultats théoriques pour donner une méthode, c'est la méthode de Gauss, pratique pour calculer la rang d'une matrice. C'est-à-dire appliquer les opérations élémentaires à la matrice A pour obtenir une matrice équivalente de ce type, puisque les opérations élémentaires donnent des matrices équivalentes, c'est-à-dire conservent la rang. Et si on trouve une matrice de ce type, on peut conclure directement quant à son rang.